Vous écoutez le Libre Journal de la plus grande France, dirigé par Anne-Laure Mahler, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 27 juillet 2019 de 18h à 21h et réalisé par Philippe. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs, pardonnez-moi, j'ai laissé passer une petite minute parce que je vois pas le voyant rouge de la technique. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce samedi 27 juillet au cœur de l'été. Merci à ceux d'entre vous qui auront le courage de nous écrire, d'abandonner leur apéritif, barbecue pour prendre un peu de temps pour participer à l'émission, qui fait suite à celle du 4 mai, puisque j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Sylvain Durin pour son livre « Ce sang qui non lit », sous-titré « Vers le matriarcat », préfacé par Pierre Hillard, postfacé par Charles Robin, paru aux éditions du Verbeau, que vous pouvez vous procurer facilement sur le site donc, des éditions du Verbeau. Donc, il suffit de taper dans votre système de recherche édition au pluriel du Verbeau. Et donc, nous avions traité de la première partie qui était, corrigez-moi Sylvain si je me trompe, plutôt sur les communautés primitives et le système matriarcal dans les communautés primitives. Oui, on était au début du livre. Ouais. Voilà, au tout début du livre. Chers auditeurs, le livre fait 400 pages. Il est passionnant. Moi, j'ai eu le plaisir, parce qu'au moment de l'émission, je n'avais pas lu toute la première partie. Donc, j'ai relu la première partie. J'ai lu au complet la première partie. La deuxième partie est tout aussi passionnante, puisque on aborde la réflexion non plus sous l'angle communautaire, mais sous l'angle, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai reçu, de la société, donc une échelle plus grande, et des conséquences que ça peut avoir, qu'un système patriarcal selon les critères utilisés par Sylvain Durin et matriarcal peut entraîner sur l'organisation de la société. Donc, Sylvain, vous m'avez, avant l'émission, donné un certain nombre de thèmes qui vous paraissaient intéressants. Chers auditeurs, moi, je vous invite vraiment à reprendre ce livre, à vous le procurer. Il est très riche de sources. Sylvain Durin prend soin de citer les ouvrages. Est-ce que vous êtes... question très indiscrète, cher Sylvain. Dites-moi tout. Bonsoir aux auditeurs déjà. Est-ce que vous avez lu les ouvrages que vous citez ou Je les ai tous lus. Hein. Vous avez tous ceux que j'ai cités sont lus entièrement. D'accord. Donc, chers auditeurs, vous avez l'ensemble des ouvrages qui ont permis à Sylvain Durin de développer sa réflexion. Et donc, vous pourrez vous faire votre idée par vous-même. Alors, pourquoi je tiens à approfondir ce sujet de la paternité dans notre société ? Tout simplement parce que je suis convaincue que nous avons eu pendant des siècles une structure familiale qui permettait en fait la transmission de notre culture, de notre patrimoine matériel. Je parle en descendante de paysans. Et je trouve qu'aujourd'hui, le mode d'organisation que nous avons ne permet plus cette transmission. Et ne permet plus cette relation relativement apaisée. Je sais que tout n'était pas idéal dans la société monarchique, mais je ne crois pas qu'il y ait des sociétés idéales. Et je pense que le fait que le rôle dans les familles des parents soit mal défini ou soit dénaturé, vous allez penser que je fais de la psychologie de bazar, mais entraîne la construction d'adultes qui eux-mêmes ne sont pas capables de correctement faire face aux batailles qu'ils ont à affronter dans leur vie, et ceci depuis plusieurs générations. Donc c'est un peu théorique, mais c'est pour ça que je prends tant de temps sur ce sujet-là.
Et il ne s'agit pas de rentrer dans un débat féministe contre hoministe, patriarcat contre matriarcat. Si, en fait, un petit peu, il y a une question, il y a un arbitrage qui va être effectué avant, mais je ne suis pas dans une optique de lutte pour le rétablissement des modèles passés, mais plutôt savoir ce qui, dans ce passé, nous a permis d'arriver à un niveau de puissance, de réussite, et ce que nous avons perdu du passé, que nous devons chercher à retrouver pour retrouver notre plus grande France. Donc il ne s'agit pas de pleurer sur le temps passé, mais bien de puiser dans le passé quelque chose pour faire face aux tempêtes qui s'annoncent. Il y a eu un vote, c'était sur la PMA, là. En ce moment, on est en débat sur la PMA. On est en débat sur la PMA. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Cette affaire va passer, comme toutes les affaires sont passées. Je me demande quand même dans quelle mesure les défenseurs de ce que nous appelons la famille traditionnelle ont correctement mené le combat. Je ne mets pas en cause ni leur courage, ni la façon dont ils ont combattu, mais si la guerre est perdue, est-ce que nous avons utilisé les bonnes idées et les bons arguments? Voilà. Je trouve que le gros problème, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que les arguments qu'on donne face aux promoteurs de la PMA, c'est toujours la même chose, c'est oui, mais un enfant a besoin d'un papa et d'une maman. Et ça va jamais plus loin, en fait. Ça, alors peut-être parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais oui, et je ne sais. Sur certaines émissions, je suis toujours assez déçu parce que c'est toujours les mêmes choses qui sont répétées. Et oui, parce en face, les gens sont plus. J'ai l'impression qu'ils ont plus d'arguments et plus de. Oui. Ils sont plus structurés, en fait. J'ai l'impression. Ils sont plus structurés. Parce que, à mon avis, il y a des personnes qui ont réfléchi aux raisons pour lesquelles la famille que nous appelons traditionnelle. Vous allez nous faire une petite précision sur ce qu'on appelle les familles traditionnelles. En quoi la famille traditionnelle était gênante pour l'avènement de leur monde nouveau. Et donc, eux savent pourquoi ils veulent la détruire. Et nous, en réalité, en dehors du fait de considérer que ça a bien marché dans les temps passés et donc on ne veut pas faire le saut vers l'inconnu, je trouve qu'on peine un petit peu à bien se battre. Voilà. Et la raison, enfin, le résultat du combat est... alors c'est vrai qu'on n'a pas le soutien des médias, les mêmes infrastructures. C'est un combat qui manque d'hommes aussi d'ailleurs. Souvent des femmes qui se retrouvent seules face à... Souvent d'autres femmes aussi, mais... Mais peut-être que pour les hommes, ils sont peut-être plus pragmatiques que nous. Ils ont compris que les enjeux de force faisaient que le combat était perdu sur ce champ-là. En tout cas, honnêtement, je suis pas sûr parce que aujourd'hui dans le monde médiatique actuel, je pense à l'émission de Pascal Praud, l'heure des pros. Vous balancez 2-3 phrases bien senties, bien préparées, en dehors de toujours la même chose. Un enfant a besoin d'un papa et d'une maman, ça on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ça aille un peu plus loin. Tout de suite, vous démontez les argumentaires en face qui n'ont aucun sens. Enfin, c'est que du sophisme, c'est que des raccourcis, c'est beaucoup de mensonges aussi. C'est par exemple mélanger ce que dans mon livre j'appelle le patriarcat dégénéré, ce qu'on a connu au 19e, avec la femme qui était, effectivement, c'est la vérité, qui était vue comme un enfant, qui était totalement infantilisée. Mais ça, c'est grâce à nos grands amis des Lumières qui considéraient que la femme était juste au niveau de l'animal. Et ils ont détruit le patriarcat pour faire du régime masculiniste, finalement. Vous voyez, en tant qu'homme, c'est seulement notre nature d'homme qui prend le dessus sur la femme, c'est-à-dire de manière un peu violente. Tandis que la vision patriarcale, c'est une vision beaucoup plus tempérée, qui ne prend pas la femme comme un ennemi, où il y aurait un conflit qui serait... Vous savez, je parle souvent du double mind, etc., qui serait un conflit. Vous allez faire un effort parce que ça va vous coûter cher à Radio Courtoisie. Celui-là, je suis obligé, c'est un concept anglais. C'est le double monstrueux. Mais c'est une très mauvaise traduction. Le double monstrueux, donc que l'homme prend sa femme comme un double monstrueux. Là, on est dans le masculinisme, mais le patriarcat, c'est accepter la femme comme quelque chose de complémentaire, comme quelqu'un de complémentaire. Chacun a son rôle. Et ce qu'ont fait les Lumières, c'est qu'ils ont utilisé le fait que la monarchie se soit féminisée. Ce qui est une réalité, on ne peut pas dire le contraire. Les aristocrates se sont féminisés. Et ils ont rajouté du viril masculin sur cette féminisation de la monarchie. Ils nous ont fait croire en fait qu'on revenait à un patriarcat.
Ça, je l'explique dans le livre, vers la fin du livre. Alors, vous allez faire les choses dans l'ordre, parce que nos auditeurs n'ont pas lu le livre, et donc certains vous entendent pour la première fois. Et donc, il faut quand même que vous preniez un peu de temps, pas trop, parce qu'à chaque fois, on se fait dépasser par les horaires, mais juste un petit peu de temps pour rappeler aux auditeurs ce que vous appelez matriarcat, ce que vous appelez patriarcat. D'accord. Il y a des choses, en préparant l'émission, quelqu'un disait en riant, on peut penser que le matriarcat soit une bonne chose parce qu'on rêve tous d'avoir une maman qui nous protège entièrement, Big Mother. Maintenant, les sociétés matriarcales n'ont pas atteint le niveau de civilisation que les sociétés dites patriarcales ont atteint. Donc, exactement. En termes d'évolution, il doit y avoir des avantages au patriarcat qu'il n'y a pas dans le matriarcat. Un rôle là-dedans. Ouais. Bon alors, rappelez aux auditeurs un petit peu la nuance, enfin le résultat de votre travail et ce que vous avez. Donc, si vous arrivez à le faire en 5 minutes, c'est pas mal. Moins que de 5 minutes. En fait, pour définir le patriarcat et le matriarcat, j'ai utilisé une méthode que j'ai mise en place, que j'appelle la méthode des 3 niveaux primordiaux, donc le niveau familial, le niveau politique et le niveau spirituel. Et pour définir une société ou une communauté de matriarcale ou de patriarcale, pour moi, il faut qu'il y ait une concordance entre ces 3 niveaux. Par exemple, une société matriarcale, comme on l'a au début du livre, les communautés primitives, admettons, les Indiens d'Amérique ou les Papous de Nouvelle-Guinée, eh bien, vous avez une famille qui est une famille tribale, où le père n'existe pas en tant que tel. D'ailleurs, le père n'a pas souvent connaissance lui-même de son rôle dans la procréation de l'enfant. Ce n'est pas le cas pour toutes les communautés, mais ça existe. Et la relation entre l'enfant et la figure masculine, elle est souvent avec l'oncle maternel. Le père biologique est totalement mis de côté et n'existe pas dans la relation familiale. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au niveau politique, ce sont souvent des chefs qui mélangent la magie, l'économie, le pouvoir politique et le pouvoir guerrier. Donc c'est une espèce de forme tyrannique du pouvoir. Et le niveau 3, donc le niveau religieux, c'est une religion basée toujours sur la même chose, c'est sur la métempsychose. En réalité, vous ne mourrez jamais, vous ne vivez jamais, vous n'êtes que la résurgence d'un ancêtre passé, enfin d'une ancêtre passée, qui retraverse les générations par le clan maternel, toujours par le clan maternel. Et quand vous analysez tout ça, il y a une part énorme de sacrifice, le pouvoir sacrificiel, pour régénérer les communautés. Et donc tout est évidemment bien plus détaillé dans le livre, mais c'est ce qu'on appelle un système matriarcal. Moi, j'ai rajouté sacrificiel derrière, parce que pour moi, sans le sacrifice, on ne comprend pas pourquoi ces communautés ne réussissent pas à se sortir de ce carcan tribal. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils sont en passe de se détruire en fait, par le jeu de ce que René Girard appelait la crise sacrificielle, c'est-à-dire que dans un monde matriarcal, la violence est omniprésente, parce que les individus entre eux sont indifférenciés, du fait de l'absence de père, justement. Le père, c'est celui qui tranche, c'est celui qui différencie les individus. La violence, comme disait Hobbes, passe du tous contre tous au tous contre un. C'est la figure du bouc émissaire, vous savez. Et ce bouc émissaire sert à régénérer la société, qui va repartir dans un nouveau cycle. Et en réalité, ce cycle ne s'arrête jamais. Parce que le problème, c'est ce que montrait René Girard, ce qui crée les tensions dans la société, les tensions profondes, n'a pas été traité. Exactement. Et donc les communautés matriarcales arrivent à survivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un certain nombre d'admirateurs de l'Afrique peuvent, pendant 15 jours, aller faire du trekking au fin fond de l'Afrique, trouver que c'est merveilleux et tout, parce qu'ils voient des gens vivre comme on vivait il y a 2000 ans. Mais ces sociétés matriarcales sont en fait dans un cycle permanent de renouvellement. Et ce qu'on disait lors de la dernière émission, c'est que ce sont des sociétés qui, lorsque les tensions arrivent, lorsqu'il y a un individu qui va se différencier, en proposant peut-être d'ailleurs une solution aux difficultés que rencontre régulièrement le groupe, eh ben cet individu risque fort d'être éliminé. C'est symbolique, chers auditeurs. C'est un mécanisme qu'on décrit, donc vous trouverez toujours évidemment des groupes qui ne fonctionnent pas comme ça. Par contre, ceux qui connaissent l'Afrique sont témoins du traitement qui est infligé. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça se tasse un petit peu aux jeunes gens qui sont brillants, plus brillants, qui sortent du clan et qui vont commencer une carrière en dehors du clan. Eh bien, pour avoir connu intimement l'Afrique, ça se finit en général très mal. C'est-à-dire que les cadres d'Afrique noire, en tout cas,
un certain nombre d'entre eux veillent à ce que personne ne soit au courant de leur véritable statut dans les entreprises, pour ne pas être mis en danger. Personne ne peut sortir du clan, le commandant. Donc là, il n'y a pas de dialogue familial. Même le chef de ces communautés matriarcales ne peuvent pas être la figure du père du peuple parce qu'ils sont enfermés dans le clan. Ils sont toujours entre différents jeux familiaux, entre ci et ça. Tout le monde est plus ou moins dans la même famille finalement, puisque c'est des mariages souvent entre cousins, etc. pour justement enfermer l'image paternelle des 3 niveaux, familial, politique et religieux. Ce carcan, ce clan, ce côté tribal empêche la figure du père d'émerger et empêche la civilisation. Et s'il vient à commettre un arbitrage politique en fait, qui conduirait à séparer le groupe, il met en danger le groupe, donc lui-même est sacrifié. Exactement. Donc le choix qui consisterait à dire cette personne a mal agi, elle doit être écartée du groupe parce que les actes, si ça correspond pas aux usages, aux traditions du groupe, à ce qui rapportait des actions des ancêtres, si c'est pas conforme, si on n'est pas dans la répétition des rituels, les gens sont éliminés. Ça vous rappellera quand même certains mécanismes religieux qu'on peut observer chez nos amis de la proche Méditerranée. Voilà. Exactement. Il y a une partie là-dessus dans le livre à la fin d'ailleurs. Et donc le système patriarcal, lui, est totalement différent, évidemment. Donc j'utilise encore une fois les 3 niveaux primordiaux. Donc le premier niveau, la famille, c'est évidemment la famille nucléaire, sachant que dans le livre, là je vais peut-être pas l'expliquer parce que c'est un peu compliqué pour les premières personnes qui nous écoutent. J'ai réussi à séparer en fait 2 familles nucléaires. Alors dites juste le patriarcat et après vous prendrez du temps pour le coup, 25 minutes sur les familles nucléaires parce que c'est important pour notre combat là pour le coup. Donc le niveau 1, famille, donc c'est famille nucléaire, donc ce que j'appelle famille nucléaire différenciée. Le niveau 2, c'est forcément une figure paternelle qui peut être un roi. Moi je pense que ça doit être un roi, mais on peut imaginer autre chose, pourquoi pas, je suis prêt à en discuter. Mais qui va trouver une complémentarité avec une autre figure. Et c'est là, je pense, où j'ai réussi un peu à sortir du piège du masculinisme, c'est que le père du peuple n'est pas un tyran, ça ne peut pas être un dictateur. Il faut qu'il y ait une autre figure à côté qui puisse l'épauler et lui retirer les aspects qu'avait le chef de tribu, c'est-à-dire les aspects magiques, les aspects, vous savez, de celui qui dirige tout, en fait. Et cette figure-là, ça a été Saint Rémy et ça a été le pape. Et je donne des exemples pour vraiment concrétiser cette idée. Donc voilà pour le niveau 2. Et le niveau 3, c'est évidemment une figure de Dieu le Père, mais avec là aussi quelque chose de très important. Ça ne peut pas être un Dieu le Père moniste. Il faut qu'il y ait un dualisme. Ce qui est appelé dualisme, c'est qu'il y a un créateur et une créature. Aujourd'hui, il y a des religions monothéistes qui se disent que tout est un, qu'un individu, c'est égal à Dieu. Parce que tout est un, tout fait un. Il y a ça dans l'islam, par exemple, j'en parle aussi. Est-ce que les bouddhistes, il y a ça dans le bouddhisme, dans les religions asiatiques orientales, il y a ça. Ce qu'apporte la religion chrétienne, c'est que le Dieu est un, mais il est trinitaire. Et cette complémentarité est primordiale pour le patriarcat. Il y a une complémentarité dans les 3 niveaux. Famille, père, mère, 2 supériorités, personne n'est inférieur ou supérieur à l'autre, chacun a son rôle différent, ça c'est une évidence. On ne mélange pas les rôles. Niveau 2, il y a un chef, c'est clair, qui dit non, qui dit oui, qui tranche, mais on lui retire, on l'allège de ses pouvoirs spirituels, en fait, on permet la séparation des pouvoirs. C'est un point extrêmement important pour le patriarcat, grâce à la figure qu'a inventée Saint Rémy, qui a ensuite été perpétuée par les papes. Il faudra que vous nous parliez quand même de vous dites, le roi est séparé religieusement de Dieu. Mais c'est comme un évêque laïque en fait. Oui, sauf qu'en préparant l'émission, j'ai découvert que nos rois avaient quand même auprès du peuple cette réputation de rois guérisseurs. Alors ils insistaient bien sur le fait que c'était pas eux qui guérissaient, mais par leur intermédiaire, exactement. Dieu guérissait. Mais j'ai vraiment, en travaillant l'émission, j'ai aussi découvert, et chers auditeurs, si vous avez des lectures à nous conseiller sur ce sujet, parce que on est nombreux à être ignorants, mais j'ai découvert que Louis XV, qui vivait une situation maritale absolument scandaleuse, avait fini par refuser la cérémonie annuelle imposée à Pâques, où le roi prenait une journée pour toucher les malades, et que c'est à partir de ce moment-là, en fait, il ne voulait pas avoir à se confesser
et à remettre en cause en fait sa vie désordonnée. Donc il a refusé la cérémonie des écrouelles. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'il y a une rupture entre le roi, qui refuse ce rôle d'intermédiaire entre Dieu et le peuple, puisque il a été pendant longtemps considéré comme étant Louis XV le bien-aimé. Et à partir de ce moment-là, il sera petit à petit, il perd le contact avec le peuple de France, à tel point que son enterrement se fera quasiment en cachette. Alors les écrouelles, j'en parle aussi dans le livre. Parce qu'il faut bien comprendre que le roi est roi uniquement parce qu'il est représentant du Christ. C'est le lieutenant du Christ. Donc s'il refuse de représenter Dieu, alors c'est ça toute la... Que se passe-t-il ? En fait, là, il faut vraiment rester sur le niveau 2. Je vous fais déraper. Non, pas du tout. Non, vous avez raison de poser cette question parce que, encore une fois, il a refusé d'être lieutenant de Dieu sur terre, Louis XV. Beaucoup pensent qu'à partir de Louis XV, c'est le début de la fin pour la monarchie. Pas seulement à cause de ça, à cause des mœurs non, mais du les roi, mœurs etc. ont commencé. Louis XIV a fait un calcul qui, à long terme, était peut-être pas réussi. C'était de corrompre ses propres cadres. Mais pardonnez-moi ce raccourci historique. Je sais que nous avons des auditeurs érudits, mais concrètement, c'est ce qui s'est passé avec la mise en place de la cour, de l'étiquette et un certain nombre de choses. Mais il n'avait pas une vie mieux ordonnée que celle de Louis XV, je pense. Là, moi, je veux pas sortir de mon cadre dans le sens où je suis pas historien, donc je veux pas. Oui. Mais donc, simplement, à un moment, il y en a un qui a refusé officiellement d'être relié et représentant du Christ. On sort du patriarcat. Si vous enlevez une des deux figures entre le roi de France et le pape, aujourd'hui, on en a peut-être la moitié des deux, ou le quart des deux. Vous êtes optimiste, je crois. Le quart des deux, peut-être. Il faudrait réfléchir au pourcentage. Vous n'êtes plus en patriarcat, c'est pas possible. Même si on avait un roi aujourd'hui qui se dit lieutenant du Christ, etc., mais que la figure du pape n'est pas correspondante et n'est pas forte, et n'est pas vraie, dans le bon sens du terme, nous ne sommes pas en patriarcat. Et encore une fois, si les trois niveaux ne sont pas en cohérence, nous ne sommes pas non plus en patriarcat. Un roi ne suffit pas à l'être. Une famille, si la France était demain famille nucléaire à 100%, ça suffirait pas non plus. Qui nous dirige, qu'est-ce qu'un président de la République, quelle déesse est cachée derrière, quelle est la religion actuelle qui domine, enfin, ça ne suffirait pas. Donc vraiment, le patriarcat, c'est les trois niveaux primordiaux. Après, vraiment, dans ce livre, je pose les bases, et je sais qu'il y en a déjà qui le font, mais si des historiens, des anthropologues ou autres, ou des sociologues veulent utiliser cette méthode, mais faites-vous plaisir. Au moins pour la mettre en cause. C'est tout l'intérêt du jeu. Elle répond à beaucoup de questions. Donc, je vous ai interrompu avec notre roi. Donc, le roi est roi, dirige, arbitre. Il n'est pas prêtre. Il est le représentant c'est une sorte d'évêque laïque, comme le rappelle Pierre Hillard dans la préface du livre. Et il est accompagné de cette figure du pape. Il est épaulé par le pape. Exactement. Et on lui retire, c'est ça que je dis, on lui retire les excès de magie, les excès de spiritualité. La question de l'éternité, le souci parce qu'il est chrétien, mais ne fait pas partie de son champ de compétences. Encore une fois, on est au niveau 2, on est au niveau politique. Mais le fait qu'il soit lieutenant du Christ, tout ça est relié. Il y a un lien entre le père de famille, de cette famille nucléaire traditionnelle, le père du peuple, le roi de France, et Dieu le Père. Il y a un lien qu'aujourd'hui on ne voit peut-être pas, mais ce lien existe vraiment dans le monde patriarcal. Par contre, nos adversaires ont bien compris la bataille à mener, puisqu'ils ont commencé par sortir Dieu de la réflexion spirituelle et théologique. C'est au moment des Lumières, un peu avant les Lumières, quand on a pensé pouvoir construire une société sur la base de la raison sans s'appuyer sur la chrétienté. Ensuite, on a coupé la tête du roi. Et la phase finale, c'est la destruction de la famille. C'est logique, là, pour le coup. C'est d'une logique implacable. C'est vrai que les adversaires ont compris le projet. Ils vont méthodiquement depuis déjà plusieurs siècles. Mais je ne veux pas paraître totalement pessimiste, parce que au début du livre, j'y suis un peu, mais à la fin, j'y suis beaucoup moins. Parce que je pense qu'on a des choses à faire. On a beaucoup de choses à faire sur les trois niveaux, on peut en gérer au moins 2. C'est quand même pas mal. Revenons à votre livre, parce que sur la partie ce qu'il y a à faire, je suis comme vous, je pense qu'effectivement il y a beaucoup de combats à mener, et en même temps que je préparais l'émission, j'ai entendu
des gens de gauche qui disaient que finalement la famille que vous appelez patriarcale était un résultat d'arbitrage tout à fait rationnel mené par les gens, les hommes arrivant plus facilement à avoir des enfants quand ils avaient une femme régulièrement, voilà, parce qu'ils finissaient par connaître le rythme auquel elles pouvaient avoir des enfants. Et quant aux femmes, c'était plus simple pour elles de pouvoir contrôler. Elles avaient en réalité des façons de sélectionner leurs époux. Et c'était pour elles plus facile de maîtriser la maternité dans le cadre du mariage. On constate qu'avec nos jeunes filles aujourd'hui qui commencent à avoir des bébés de 3 pères différents, les choses sont plus compliquées pour la gestion de la transmission de la culture. Vous disiez dans votre livre, alors je vais me mettre sur un des post-it, vous insistez sur la nuance entre, et je vais donner aux auditeurs un passage que j'ai trouvé très beau et qui permet d'enclencher votre explication sur la famille nucléaire patriarcale et les différents types de familles nucléaires. Vous dites, page 206, la famille souche perçue au premier abord comme patriarcale par la puissance du chef de famille et l'unique héritier mâle comporte en réalité des principes du matriarcat. Donc là, vous parlez de la famille issue du judaïsme et après des familles de culture plutôt musulmane. Il n'empêche que dans le monde moderne, les pays à structure matricielle comprenant d'une part une famille indifférenciée, souche communautaire ou nucléaire indifférenciée, nous allons tout vous expliquer, chers auditeurs, sont plus aptes à réussir. En effet, en France, les familles immigrées d'Afrique d'essence matriarcale arrivent plus facilement à profiter des rouages de nos nouvelles sociétés. Le peuple souche, bercé par des siècles de catholicisme, n'est plus adapté à la République. Ainsi, les aides sociales cumulées avec des activités de réseau permettent aux nouveaux arrivants de s'en sortir bien mieux que les autochtones. De l'autre côté, les élites, par ces mêmes activités de réseau, mais aussi par des activités communautaires, parviennent à s'élever indépendamment de la condition du peuple de base. Ce dernier, encore noyé dans ses illusions de la méritocratie, se trouve prisonnier d'une mâchoire infernale, l'immigration comme mâchoire inférieure et la banque comme mâchoire supérieure. C'est la grande victoire du principe communautaire sur le nucléaire. Le mouvement des Gilets jaunes en est l'un des fruits. Donc vous n'avez pas 4 heures, cher Sylvain, vous avez une demi-heure pour nous expliquer. Quelle est la question ? Alors, est-ce que vous pouvez déjà expliquer aux auditeurs en quoi, d'abord, les familles nucléaires. Famille nucléaire, okay. Donc c'est papa, enfin c'est un peu le modèle de la Sainte Famille. C'est ça. Joseph n'était pas supérieur à Marie, Marie n'était pas supérieure à Joseph. Chacun avait un rôle différent dans la vie du Christ et complémentaire. On a un peu l'impression, vu de loin, quand on porte un regard, on considère que les familles immigrées respectent encore ce schéma, alors que les Français sont en train de l'abandonner, puisqu'on a des familles qui sont conçues hors engagement de type marital. Je ne vous parle pas de sacrement de mariage, mais un homme, une femme qui s'engagent à passer leur vie. Donc il y a des familles qui sont conçues sans engagement, voilà, un petit peu au petit bonheur la chance. Et en fait, de votre ouvrage, il transparaît autre chose, c'est que c'est pas seulement les familles dites immigrées ne s'en sortent pas mieux à cause de structures familiales qui sont restées entre guillemets traditionnelles, mais parce qu'ils ont un mode tribal. Alors Exactement. Que nous, nos familles sont détruites non seulement au sens de la famille nucléaire, papa, maman, les enfants, mais en plus il n'y a pas le dispositif de clan qui peut permettre de compenser la destruction de la famille nucléaire. Est-ce que vous pouvez reprendre ce raisonnement pour les auditeurs qui comprennent bien ce qui est à l'œuvre ? En fait, c'est vrai que la famille traditionnelle française perd des deux côtés, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que comme le monde traditionnel français a changé, est devenu un monde qui n'est plus, disons, nucléaire de base, nucléaire traditionnel, mais qui est devenu tribal et communautaire, d'abord par le haut, mais aussi par le bas, parce qu'on est bien pris dans cette mâchoire-là.
en fait, le français traditionnel est complètement perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous décidez de vous dire, bah écoutez, moi je veux me marier, je veux avoir une femme et des enfants et je veux vivre dans un système traditionnel français, vraiment de la tradition pure, vous allez avoir beaucoup de problèmes parce que vous n'avez pas de réseau pour les nouveaux métiers, vous n'avez pas d'appui familiaux, vous voyez, parce que être famille nucléaire, c'est aussi savoir couper les liens avec sa famille élargie. Et c'est créer une structure, un noyau nucléaire, c'est comme ça qu'on l'appelle nucléaire. Et vous allez créer, sans vous en rendre compte, une famille nucléaire indifférenciée. Et c'est là le grand piège dans lequel on est tombé, c'est que on en a tous autour de nous, des gens qui suivent le modèle en surface. Il y a un papa, une maman, des enfants, mais si vous creusez, les rôles sont totalement disloqués, voire parfois mélangés ou inversés, totalement. Beaucoup de la figure de l'enfant roi, vous voyez. L'enfant roi, il naît sur quoi? Il naît sur le terreau du fait que le père et la mère n'ont pas les rapports complémentaires qu'ils avaient dans la famille traditionnelle de base. Ils se partagent un rôle un peu mystifié de parents modèles portés par les magazines féminins essentiellement, parce que je suis pas sûre que dans les magazines masculins, il y a un modèle de père qui soit proposé. Honnêtement, je pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, c'est cette réflexion-là qui m'a fait, qui m'a donné l'obligation de séparer les familles nucléaires en deux. Je mets la famille nucléaire indifférenciée, donc la famille nucléaire moderne, dans le même groupe que les familles souches orientales. D'accord. Et qu'est-ce que vous appelez, parce que par exemple, ce qu'on pourrait appeler la famille nucléaire catholique traditionnelle, avec le papa qui travaille, la maman au foyer, les enfants élevés. Oui. On en fait partie. Nombre de nos auditeurs sont grands-parents, voire parents, et ont ce genre de schéma. Et pourtant, je ne suis pas certain que... alors, c'est en tout cas une protection, et on le voit même dans les statistiques de l'INSEE, c'est-à-dire que ce type de famille résiste mieux à la crise. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est ce que vous appelez une famille de type matriarcal ou de type patriarcal? Comment vous faites la différence au sein de ce type de famille entre ce qui pourrait être un mécanisme patriarcal et un mécanisme matriarcal? Le mécanisme matriarcal, ça peut très bien être la famille souche, comme on voit en Allemagne, par exemple, pour aller plus proche de nous. Vous avez effectivement un homme qui dirige la famille, mais qui dirige une famille clanique, qui est un ensemble de plusieurs groupes familiaux, finalement. C'est souvent le grand-père qui dirige c'est ce qu'on a chez nous avec familles. Les grands-pères corses. Tout à fait. Ou ce qu'on voit aussi dans le sud-ouest, chez les Basques, qui sont des familles matriarcales. Mais avec ce rôle du chef qui ressemble à un chef tribal, qui a tous les pouvoirs quasiment de vie ou de mort sur ses descendants. Ça ne rentre pas dans le patriarcat. Le patriarcat, je propose une nouvelle définition de la famille patriarcale, que je propose en tout cas de l'appeler ainsi, la famille nucléaire conjugale. Parce que dans la famille nucléaire, vous avez un père, une mère. Dans conjugale, vous avez le couple, forcément. Dans conjugale, il y a l'impossibilité de l'indifférenciation entre le père et la mère. Le père doit garder son rôle et la mère doit garder aussi son rôle. Et conjugal, ça nous empêche aussi d'avoir la vision tribale. Alors, quand vous parlez de couple, de famille nucléaire conjugale, c'est avec un papa, une maman qui ont des enfants, qui règlent leur compte, qui s'accordent tous les deux, mais qui entre guillemets, partagent les décisions ou pas? Ou c'est les pères qui décident? Est-ce que vous êtes dans ma bonne famille tradie où c'est papa qui décide et les choses se passent comme ça et maman et les enfants n'ont rien à dire? Ou est-ce que c'est un débat homme-femme? Je ne suis pas sûr que dans la famille Parce traditionnelle française, du mal à me vendre. La femme n'est jamais rien décidé, ça c'est un peu un non, mythe. Je crois que c'est Régine Pernoud qui montrait la puissance de... Exactement. Non, dans cette famille-là, on a affaire à deux supériorités. Le père va décider des choses que la mère ne décidera pas, mais l'inverse, c'est vrai. La mère a son champ de compétences. C'est une évidence, c'est ce que j'explique tout au long du Mon père du disait je règne et ma femme gouverne. C'est très bien dit. Il reprenait, je crois, les propos d'un roi d'ailleurs. Donc là, pour reprendre ça, la famille nucléaire conjugale, c'est une famille basée sur l'idée du couple,
avec différenciation entre le père et la mère de famille, différenciation entre le couple et les enfants, parce que ça aussi c'est important. Et c'est ce qui me semble être une interprétation acceptable de la famille. Donc les enfants ne sont pas co-décisionnaires des... Exactement. Les enfants sont là pour être élevés et non pas pour élever les parents. C'est ce qu'on essaye d'expliquer aux nôtres, que chez nous, c'est pas la démocratie. Voilà, c'est ça. La démocratie n'est pas patriarcale. Bon. Et donc, pourquoi est-ce que ce type de famille peine à s'adapter au monde d'aujourd'hui ou peine à résister au monde d'aujourd'hui? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que la question n'est pas juste, parce que ces familles résistent plus que les autres aux tempêtes. Les statistiques le montrent, en fait. Vous parlez des familles ? Les familles nucléaires, comme vous les décrivez, avec un père, une mère, des enfants, un projet, des enfants nés dans un mariage, au sens un engagement. Donc mariage civil, mariage religieux, là je ne rentre pas dans le problème du sacrement de mariage, mais les gens qui ont été enregistrés civilement dans un mariage et qui ont des enfants, ces familles subissent moins le divorce, C'est d'une logique implacable. Mais ces familles-là sont sans doute de vieilles familles françaises qui ont perpétué cette tradition. Mais dans les familles, comme j'en connais beaucoup, où les parents, les grands-parents avaient déjà perdu toute cette tradition-là et essaient de revenir à des choses un peu plus françaises et traditionnelles, c'est extrêmement compliqué parce que repartir de zéro, ça vous fait tomber dans ce piège de la famille nucléaire indifférenciée. Et vous vous empêchez de soit tomber dans le modernisme complet, c'est-à-dire famille clanique, vous fonctionnez en réseau économiquement et familialement, vous laissez un peu couler, parce qu'après tout, aujourd'hui, avec l'assistance publique ou Big Mother, tout est possible. Et vous vous empêchez aussi le côté spirituel. À force de galérer à gérer vos problèmes familiaux, vous ne pouvez pas atteindre ce niveau 3 qui est primordial pour une famille patriarcale. Parce que le père de famille doit être le lien aussi vers Dieu le Père. Oui, dans une famille patriarcale, c'est... Pour l'éternité, la question se pose que les actes que je pose, qu'auront-ils pour ma descendance? Donc il y a une question pour l'éternité. Donc il me semblait primordial de séparer ces deux familles. Et cette famille nucléaire non patriarcale, on la retrouve au 19e siècle. Oui, alors c'est un élément qu'on a brièvement effleuré la dernière fois, mais je reconnais que les schémas portés par le 19e siècle nourrissent la haine des féministes contre la famille standard. Bon, a priori, aujourd'hui, à 40 berges, elles n'ont pas grandi toujours dans des familles, les familles qu'elles cherchent à assassiner, mais elles ont tout un imaginaire qui est nourri, en fait, de cette littérature du 19e siècle qui décrit des familles détestables, et notamment des pères absolument détestables. On a des figures de pères qui n'ont plus aucune vision de la transcendance. C'est des pères économiques. Si on prend la symbolique de la croix sur la famille, le père a totalement... C'est des singes nourriciers, quoi. Exactement, mais on tombe Pardonnez-moi, cher. Alors, je dois dire quand même à nos auditeurs que moi, je suis très admirative des hommes qui m'entourent, donc je n'ai aucun mépris pour les hommes. Je ne suis pas une féministe. Je disais hors antenne que j'étais plutôt une hoministe, mais voilà, il y a peut-être des champs sur lesquels nos hommes ont abandonné des combats qu'ils n'auraient pas dû abandonner. Voilà. Notamment la question spirituelle. C'est pas normal que les églises soient remplies de femmes et que les hommes soient minoritaires. Et donc c'est dans cette famille du 19e, voilà, le père a été réduit au rôle de nourricier, exactement. Il passait quasiment jamais de temps chez lui, il était toujours à travailler. Mais quand il rentrait, c'était le chef, c'était même le tyran, on pourrait dire, parce que la femme n'avait aucun droit. Dans la mesure où elle gagnait pas de sous... Et les féministes utilisent ce modèle-là en nous disant, là, c'est du modèle patriarcal, il faut le détruire. Mais ce modèle-là, c'était déjà une destruction du modèle patriarcal. Et en face, vous mettez des gens dans des débats qui sont totalement perdus, puisque personne ne dit, mais non, ça en fait, c'est pas une famille patriarcale, ce que vous décrivez. C'est déjà un résidu, moi j'appelle ça du patriarcat dégénéré. On pourrait trouver d'autres termes. Et personne ne pointe ce truc-là en disant « mais non, le patriarcat, c'est pas... » C'était déjà des pères amputés, en fait. Exactement. Parce que la difficulté de vous suivre dans le raisonnement, c'est que quand on pense patriarcat, on pense père-chef. Matriarcat, mère-chef. Et donc, effectivement, surtout dans les débats actuels, demain, si sur un plateau télé, on
on entre dans un débat en disant non, mais là, c'est pas du patriarcat, c'est du matriarcat, je pense qu'on va passer beaucoup de temps et on va pas y arriver. Mais patriarcat dégénéré, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est un père qui a déjà été privé, qui a été réduit à sa dimension exclusivement matérielle ou reproductrice. Exactement, il est réduit à la vision horizontale de la croix, en fait. La verticalité a totalement disparu. Et la symbolique aussi. Donc, nous ne sommes pas en patriarcat. Encore une fois, dans le modèle inverse aussi, on peut imaginer que la mère rentre du travail et le père s'occupe des enfants. Ça ne me suffirait pas pour dire qu'on est en matriarcat. Il faut creuser les sujets. Il faut analyser les 3 niveaux, qu'est-ce qui les relie, etc. Ce livre aussi, j'espère qu'il servira à sortir des caricatures de si l'homme dirige, on est en patriarcat, si la femme dirige, on est en matriarcat. C'est tellement faux, c'est tellement beaucoup plus complexe que les féministes qu'on voit sur les plateaux, elles ont bon rôle de jouer avec ça, parce que personne ne leur répond. Non, parce qu'on ne sait pas répondre. Les hommes sur les plateaux maintenant ne disent plus rien. Je regarde plus depuis quelques semaines les débats parce que ça me saoule un peu. Ouais, moi, je les regarde de temps en temps avant les émissions parce que je me dis, je vais faire un effort pour regarder la télévision, mais chers auditeurs, regardez maintenant pour vous. Des fois. Mais j'avoue que c'est entre les sujets traités qui m'énervent, la mise en scène de faux débats. Bon, ça n'a pas d'intérêt, je préfère tirer. Maintenant, même parfois, les femmes sont minoritaires, enfin assez souvent sur un plateau, mais l'idée féministe est majoritaire. Elle plane au-dessus du plateau, personne n'ose parler. Vous avez un Pascal Praud qui fait ah oui, non, mais on passe à la suite. Personne, il y a une chape de plomb, c'est exceptionnel. Hein, il y a eu un travail de sape. Ouais, c'est-à-dire que la moindre critique contre les féministes, vous avez maintenant les insultes, quoi. Hein. Oui, il y a grossophobe. Et ce qui est très drôle, c'est quand vous avez une femme qui est traitée d'antiféministe. Là, c'est un moment assez comique, en fait. Bon, vous direz, Zemmour a vécu ça aussi, puisqu'il a été traité d'antisémite. Donc, oui, c'est vrai. Oui. Vous avez des Africains qui sont traités de racistes. De racistes, non pas parce qu'ils se comportent contre les Européens, mais parce qu'ils dénigrent les thèses, justement, racistes. Antiracistes. Donc, famille moderne, famille traditionnelle. Famille moderne, on est sur une indifférenciation entre papa et maman. Retour au tribalisme. C'est le film de l'autre côté du lit où le père prend le rôle de la mère. Enfin, à la fin de ce film-là, chers auditeurs, si vous voulez passer un moment un peu rigolo, vous verrez que c'est un couple qui échange les rôles. La mère prend le job du père et le père prend le job de la mère. Et sauf mauvais souvenir de ma part, la conclusion, c'est que chacun reprend son travail parce qu'il considère que l'autre a un travail autrement plus difficile que le sien. Et donc, les familles modernes, c'est ça qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est le retour. Il n'y a pas de progrès, en fait, dans tous les projets qu'on nous vend. La PMA, c'est pas un progrès. C'est un retour au système, alors là, pour le coup, tout à fait matriarcal, parce que non seulement le père ne peut pas tracer son lien avec l'enfant, mais en plus, dans le système qui consiste à refuser à l'enfant l'accès à ses origines, on est vraiment sur l'interdiction du lien fait avec le père. C'est impressionnant. Et on retrouve la nouvelle figure masculine parce que les femmes, en général, trouvent quand même une figure masculine à proposer à leurs enfants, en disant, mais non, regardez, il va avoir une connexion, une relation sociale avec un homme. C'est exactement ce que les communautés primitives appelaient le tama, c'est-à-dire la relation avec un homme. Et c'est lui qui jouait le rôle du père, mais pas comme on l'entend nous. Et c'est souvent l'oncle maternel. D'ailleurs, oncle, c'est onculus en latin, ça veut dire le frère de la mère. Donc tout était déjà là depuis le début. Et ce qu'il faut bien comprendre avec la PMA, c'est que c'est un retour au cycle matriarcal et primitif et archaïque. Et c'est réactualisé et concrétisé par la technologie. Parce qu'il y a une partie aussi sur l'intelligence artificielle dans le livre, et sur la technologie, comment la technologie est mise au service du retour des cycles archaïques. Et la PMA, ça fait partie de ce projet-là. On concrétise la déesse mère. Une femme pour avoir un enfant toute seule. Mais pour de vrai. C'est-à-dire que, enfin pour de vrai, si on creuse, c'est pas vrai. Mais symboliquement, ce qu'on aura à voir au niveau de la symbolique, ce sera une déesse mère. Elle aura tout pouvoir, surtout. Et comment elle sera vue par son enfant ?
C'est ce que dit Pierre Hillard dans la préface à la fin, c'est que le métier de psy, il a des belles heures devant lui, quoi. On va créer des générations à voir si ça fonctionne, si les gens le font. On peut toujours se poser la question. Moi, je ne suis pas certaine qu'au niveau de la masse, ça suive. Ça peut être pour les riches ou pour des gens comme ça. Oui. Par contre, ça introduit dans la tête, je pense, massivement, les gens n'auront pas accès à la PMA parce qu'en réalité, c'est compliqué à mettre en œuvre. Il peut y avoir des coûts, c'est-à-dire que quand on vous parle de PMA, on ne vous parle pas des traitements à faire subir aux femmes qui ont recours à ce type de procréation. Et on tient évidemment en ce moment sous le boisseau l'affaire de la GPA, mais c'est encore plus dramatique. Et alors, dans la GPA, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, est-ce qu'on n'a pas quelque chose de complètement nouveau ? C'est-à-dire que la PMA, on efface le père, ce qu'on a déjà vu dans l'histoire, mais dans la GPA, on efface la mère. Puisque l'objectif de la GPA, c'est de pouvoir faire porter par un enfant par une femme, qui sera effacé de la structure de l'enfant. Ce qui, pour le coup, est-ce qu'il existe, vous qui avez un peu travaillé les sociétés primitives, y a-t-il des sociétés où la mère abandonne délibérément son enfant et le confie à une autre femme ? Il y en a même dans la Bible qui sont montrés. Mais la seule et grosse différence, c'est qu'il n'y a pas c'est pas une marchandise. Il n'y a pas de notion d'argent. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de... Oui, on n'achète pas l'enfant. Il y a la GPA, tout coûte tant, je ne sais pas combien ça coûte, il n'y a pas ça. Mais ça existe. C'est même... Je ne peux pas dire si c'est réglementé, régularisé dans les communautés. Je pense que ça se fait plus de manière un peu naturelle comme ça. Oui, oui, ça existe. Est-ce que c'est Mais vous voyez en Afrique, par exemple, quand une femme donne son enfant à une autre femme, c'est considéré comme donner son enfant. Mais on n'efface pas, c'est-à-dire que en Afrique noire, on raisonne toujours en termes de c'est mon père, ma mère, mon vrai père, ma vraie mère, ou je sais pas quoi. Et il y a quand même une différenciation qui est faite entre le lignage biologique et le lignage affectif. Je dis pas que c'est facile, chers auditeurs, et je dis pas que c'est un modèle. Mais l'enfant sait quand même que la personne qu'il aime et qu'il élève n'est pas celle qu'il a enfantée. Et il peut retrouver celle qu'il a enfantée. Il n'y a pas d'effacement du lignage. Donc on est dans un dispositif tribal, mais il n'y a pas d'effacement du lien à la mère. Dans la GPA, il y a une volonté d'effacement du lien à la mère. Est-ce que ça a déjà existé ? Il y a des cas de GPA, enfin la GPA qu'on nous vend actuellement, où la mère porteuse, comme on appelle ça, n'est pas effacée totalement. Elle leur rend visite. C'est Fogiel qui racontait ça. Oui, mais ça, c'est pendant un temps. En tout cas, dans les cas que j'ai lus, j'en ai pas lu énormément sur ce cas de GPA, mais il y en a quand même qui ont existé. L'enfant ne décide pas de connaître sa mère, puisque son lien social, c'est par la communauté, c'est tribal, donc c'est dans le village où il est actuellement. Donc il n'a pas cette volonté il ne demande pas qui est sa vraie mère, en fait. C'est pas une question qui est intéressante. Oui, il appartient au clan. Mais là, voilà, quand on fait faire des enfants par une mère, l'enfant grandit dans un clan qui n'est pas... Supposons que nous allions sur un schéma matriarcal. Mais là, on a carrément on décroche l'enfant de son clan. Biologiquement, oui, on décroche. Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que Fogiel, ça va parce qu'il peut payer le billet d'avion à sa mère porteuse, mais ça ne sera pas le cas général. Non, c'est évident, mais après, vous savez, les riches, tout dépend de ce qu'on appelle le clan. On est dans un cycle, il faut bien comprendre que là, il va s'accélérer. Du jour au lendemain, il y aura la GPA, on va découvrir effectivement un nouveau monde parce que l'anthropologie aura définitivement totalement changé. Ça, c'est une évidence. C'est du jamais vu, en fait. Oui, à ce niveau-là, parce qu'il y a le marché dessus. Il y a de l'argent. Et une fois que le bébé est une marchandise, on rentre vraiment dans un autre monde. Ça va être passionnant à étudier, mais je pense pas que ça touchera la majorité des gens. Alors, je vous fais part des commentaires de nos auditeurs. Donc, un auditeur, Madame Malher, pouvez-vous annoncer le programme de votre émission en entier ? Chers auditeurs, j'ai pas. La première partie est entièrement consacrée au travail de Sylvain Durin sur le père. Je rappelle donc son ouvrage. Vous avez raison de me taper sur les doigts, chers auditeurs. L'ouvrage de Sylvain Durin, c'est Ce sang qui nous lie, avec une question, un sous-titre vers le matriarcat.
Livre paru en 2019 aux éditions du Verbe Haut et qui fait suite à un travail sur le père qui a été effectué par Sylvain depuis au moins 2012. Je suppose que, puisque vous avez publié en 2012, le travail est antérieur. Que je vous invite à suivre, chers auditeurs, parce que c'est ce travail qui m'a fait découvrir Sylvain Durin et l'intérêt de sa réflexion sur le rôle du père dans la société. Donc, vous pouvez trouver son documentaire « Le sang du père, un meurtre universel » sur le site des éditions du Verbe Haut, et son livre « Le sang du père, un meurtre cinématographique » paru aux éditions Cinéqua Prod en 2012. Voilà, et vous devez pouvoir le commander, je suppose, quand même via les éditions du Verbe Haut. Exactement, ouais. Et le dernier livre, Ce sang qui nous lie, est disponible à la librairie française aussi. Ah oui, donc, que je ne fasse pas d'impair, il s'agit de Thibaut de Chasset. Exactement. Thibaut de Chasset qui a fait glisser dans mon casier, chers auditeurs, j'en profite pour faire de la publicité à nos amis, une très belle revue qui s'appelle L'Héritage, revue d'études nationales. Que je vous invite à vous procurer. Alors, je n'ai pas... Voilà, sur le site internet de la revue, www.l'héritage.fr. C'est les quelques articles que j'ai parcourus donnent à ceux d'entre nous qui regrettent de ne pas avoir reçu toute une culture, eh bien quelques éléments de cette culture, des mises en perspective des ouvrages à succès qui nous sont vendus par la grande presse notamment, et le magnifique livre de Romain Guérin, Le Journal d'Anne France, que je vous invite à vous procurer parce que c'est un magnifique livre à la fois poétique et romantique. Voilà, donc nous allons revenir à vous, cher Sylvain. Alors attendez, il faut que je sois fidèle à mes auditeurs. Donc le programme de l'émission, première partie, Sylvain Durin sur la question du patriarcat. En deuxième partie, à partir de 19h30, vous aurez, chers auditeurs, les chroniqueurs sur les questions internationales. Donc on traitera le Brexit et les chroniques du Grand Est avec les cercles de pouvoir autour de Poutine. Une auditrice nous dit « Les personnes qui donnent bénévolement leurs gamètes devraient être en poursuivies pour abandon de l'enfant. » Il y a des choses assez amusantes qui sont en cours, on en parlera. Vous avez aujourd'hui des personnes qui ont vécu une vie un peu dissolue avant de construire leur vie de couple, qui se découvrent pères, voilà, puisque grâce au tribunal chargé des affaires familiales, ils sont convoqués pour un test de paternité. Parce qu'une de leurs maîtresses a fini par tomber enceinte, qu'elle s'est bien gardée de dire qu'elle attendait un bébé, et 8 ans plus tard, elle réclame une pension alimentaire. J'ai découvert ça toujours en préparant l'émission avec vous. Je me suis dit, dites donc, c'est beau ça. Et donc, ces jeunes gens qui étaient dans la vie moderne, qui ont fait un certain nombre d'expériences pour pouvoir sélectionner une bonne reproductrice pour toute la vie, eh bien, se retrouvent pères sans l'avoir demandé. Et donc, sont poursuivis presque pour abandon d'enfants, et on exige d'eux qu'ils versent une pension alimentaire depuis la naissance de l'enfant. Donc, régularisation, hors mariage, tout. Hein. Non, mais régularisation. Hors histoire de pension, c'est exactement ce qu'on voit dans les communautés primitives. Des pères qui ont des enfants à droite à gauche. Bon, il n'y a pas de test de paternité, donc ils ne le sauront jamais. Mais ça, c'est pas du progrès, quoi. Non, mais là, c'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. Là, en fait, vous avez quelque chose qui est extraordinaire, chers auditeurs. Pardon, hein, messieurs, mais je pense que la morale en rattrape certains quand même, parce que... Donc là, ce qui se passe, c'est que si vous acceptez le test de paternité et que le test est négatif, c'est tant mieux pour vous parce que la fille est poursuivie et vous êtes libéré. Mais je vous raconte pas l'ambiance que ça met dans une famille. Vous êtes libéré. Ouais. Vous êtes libéré de la prise en charge financière de l'enfant parce que c'est une prise en charge financière qui compte. Et si vous refusez le test, vous êtes réputé être le père de l'enfant. D'office. Ouais. Sans pas nécessiter de la reconnaissance. Non. Ok, c'est intéressant. C'est beau la loi française. Donc voilà. Et donc ces messieurs se voient appliquer une régularisation de pension à raison de 800 € par mois sur 8 ans. Chers auditeurs, je vous invite à faire les multiplications. Donc vous voyez, pour un jeune artisan, un artisan qui s'est installé, ce que ça peut représenter comme catastrophe. Je ne vous parle pas des conséquences
l'expérience humaine, évidemment, quand vous êtes marié avec des enfants et que en compagnonnage et que la femme que vous avez choisie pour votre vie découvre qu'elle va devoir accepter dans sa vie un enfant qui n'était pas prévu, quoi. Et une maîtresse à rémunérer jusqu'à la majorité de l'enfant. Alors, dernier commentaire ça vous fait beaucoup rire. Dernier commentaire d'un auditeur. Ce n'est pas nouveau que l'on cherche à détruire le père. C'est le rôle de Satan. Continuez. Bravo pour votre émission. Merci, cher auditeur, pour vos encouragements. Alors, on va revenir à des commentaires, à votre présentation. Donc, famille nucléaire, famille. Je peux revenir sur la PMA juste 2 minutes. Je vous en prie. Parce qu'il y a un point intéressant avec l'indifférenciation, c'est que l'indifférenciation mère-enfant dans une PMA ne sera plus terminable, entre guillemets. Personne ne sera là pour la stopper. Et oui, le rôle pour du séparer père, la mère du exactement, père. Le rôle du père, c'est aussi ça, c'est de faire passer l'enfant du nous au jeu, du nous maman-enfant au jeu pour se construire individuellement, et du jeu au nous pour le monde entier, quoi. Enfin, pour l'extériorité, quoi. Et ça, c'est un point très important qui n'est jamais dit sur les plateaux par nos amis qui sont là pour combattre la PMA. Il y a quelque chose, mais là on va traiter très longtemps de la PMA, que je ne conçois pas dans la logique des défenseurs, des promoteurs de la PMA. Nous avons aujourd'hui des statistiques les psychologues, voire même les psychiatres, ont leur cabinet rempli de personnes qui souffrent de l'absence du père, du départ du père, du fait que les parents se sont séparés, que le père a trompé la mère. Ça peut être vrai dans d'autres cas, mais donc on sait quel est l'impact. Maintenant, on a du recul, puisqu'on a aujourd'hui des 2 générations d'adultes qui ont été issus d'une société avec des familles qui commençaient à être détruites, abîmées par les divorces, l'infidélité officielle, et ainsi de suite. Je ne comprends pas quel est à part de la folie, je ne comprends pas ce que ces personnes qui promeuvent la PMA ou la GPA souhaitent pour les enfants, en fait. Je pense qu'elles souhaitent pour elles-mêmes. C'est ce qu'on a appelé le droit à l'enfant, qui est même en détruisant un enfant, même au prix de la vie d'un enfant. Vous me direz, après l'avortement, c'est pas grave. Voilà, oui, mais exactement, mais le cycle continue son chemin vers... Oui, non, mais les bras m'en tombent physiquement, là je viens de faire le geste, mais oui, c'est ça. Alors, j'ai oublié une petite coquetterie de la loi sur les pères après 8 ans. C'est que aujourd'hui, donc, comme la hiérarchie, la structure familiale a été déconstruite, c'est-à-dire que le code Napoléon initial considérait que seuls les enfants étaient légitimes à hériter du père, et que était considéré comme enfant légitime tout enfant né dans le cadre du mariage. On ne se posait pas la question de savoir si c'était vraiment le père ou pas le père. Après, on a inséré dans le droit au partage du patrimoine du père les enfants illégitimes reconnus par les pères. Voilà. Alors je vous annonce, chers messieurs, que si vous avez une vie dissolue, il va falloir faire gaffe parce que tôt ou tard, ça va se savoir, puisque maintenant les enfants illégitimes, même non reconnus par le père, sont traités de manière égale aux enfants légitimes. Quoi. Au moins financièrement. Au moment des partages. Ouais. Ça donne que... C'est retour au tribalisme. Hein, voilà, ça donne que, en fait, un père qui a pu avoir une vie particulièrement dissolue, qui aurait pu se laisser aller à la sortie des boîtes de nuit, eh bien, dans 20 ans, les rejetons de ce type d'opération pourront se présenter auprès des enfants pour réclamer leur part d'héritage. Donc, ce que vous n'avez pas fait par amour de la morale chrétienne, je crains que par amour du patrimoine... il faille le faire et Big Mother vous rester chaste avant le mariage, chers auditeurs. Bon, c'était l'opération, mais c'est très grave en fait. Et là, on revient sur la question de l'indifférenciation. C'est-à-dire qu'il y a un refus de donner la priorité aux enfants reconnus par le père. Et tous les enfants sont traités de manière égale, comme ça se passait chez les Francs, et ils reçoivent la même part d'héritage. Oui, mais c'est vraiment le retour... encore une fois, ce cycle a repris. Et maintenant, même la loi, moi je ne connaissais pas cette loi qui est... Je vous invite à regarder. Elle vient de sortir, j'imagine. Je crois que c'est assez récent, ça doit dater d'il y a 2 ans, mais moi je ne m'intéresse pas particulièrement à ce genre de choses. Mais les cas se multiplient en fait.
Ce qui donnera un individu qui sera chef. Il sera chef d'une famille par l'argent. Il va payer beaucoup de gens. Et il sera chef d'un clan. Il sera chef d'une tribu. Il n'y aura plus du tout de différence entre ses enfants légitimes, les enfants illégitimes. À qui il donne son argent, c'est même pas lui qui va décider, c'est l'État. Enfin voilà, ce qu'on appelle le progrès, c'est une énorme arnaque, c'est un énorme retour en arrière. Le fait que ça soit l'État qui choisisse l'organisation de la structure familiale, vous le lisez comment ? J'aime beaucoup l'expression Big Mother. On est plus d'ailleurs enfin si on est aussi dans Big Brother, mais je trouve plus grave le côté Big Mother où l'individu est tellement atomisé, déraciné, que comme la nature a horreur du vide, il y a la place pour l'État pour gérer sa vie. Et ça marche très bien, les gens se laissent aller, on vit un peu décousu, mais tout va bien, puisqu'il y a les aides, il y a tout ça. Et pourquoi pas décider à qui on donne notre argent ? Est-ce que c'est à nos fils, à nos filles ? C'est la suite logique, légitime ou illégitime, c'est la suite logique de Big Mother. Alors, vous avez... est-ce que vous voyez d'autres thèmes que vous avez envie de traiter ? Parce que moi, j'ai un certain nombre de questions. Je voulais parler de la différence entre virilité, paternité, masculinisme. Oui. Mais ça peut être très rapide. Non, vous prenez le temps, parce que là, les auditeurs... vous êtes en vacances, chers auditeurs, mais rassurez-vous, Big Mother vous promet des jolis débats à la rentrée. Donc vous allez entendre parler beaucoup du combat féministe pour l'égalité homme-femme, avec le marronnier habituel qui sort au mois de septembre, d'octobre sur le fait qu'il faille absolument que les femmes sont battues par les hommes, meurtries par les hommes, mal payées, et ainsi de suite. Il y a très peu ça dans les familles traditionnelles. Je dis ça en passant, quoi. Oui, ça c'est à part dans certaines sectes ultra-catholiques où on règle ses affaires en clan, non. C'est à creuser, ça. Je connais pas bien, mais ça peut être à creuser. Ouais. Si. On gère ça en clan, oui. Tout est dit. Le maître du clan étant le prêtre. D'accord. La question donc sur le masculinisme, il y a une tentative donc face au féminisme stupide de balance ton porc, qui consiste à dire que la vraie égalité homme-femme, c'est que les femmes soient aussi esclaves que les hommes dans le cadre professionnel, que les femmes refusent la maternité, que les hommes se soumettent aux femmes. Bon, remarquez, mon père le proposait à ses gendres. Il leur a dit, vous voulez être heureux, faites tout ce qu'elles vous diront. Mais bizarrement, ils n'ont pas respecté. Vous avez une tentative de réponse qui est élaborée. Donc, d'abord, un réflexe de défense d'un certain nombre d'hommes qui refusent d'être piétinés et insultés de cette manière-là. Et je trouve que c'est plutôt sain que certains hommes se défendent, sans tomber dans la caricature machiste. Vous avez aussi un certain nombre de femmes, je pense à Natacha Polony et ces groupes de je ne sais pas si on peut dire vraiment masculiniste, voilà. Et puis, pareil, dans nos milieux, des gens qui refusent que les hommes soient ainsi insultés à longueur de temps et rabaissés à être considérés comme des animaux. Mais vous avez cette réponse, ce débat, cette question sur la virilité, comment être viril, comment être un homme, et vous avez, à mon avis, des bonnes réflexions qui sont menées, et puis une insistance faite sur un retour à l'homme guerrier, l'homme fort, l'homme qui peut être séduisant, mais qui n'est peut-être pas l'alpha et l'oméga de l'avenir de nos jeunes gens. Voilà. C'est important que ça soit des hommes debout, mais je ne sais pas si des hommes guerriers, au sens être des adeptes de la salle de gym, ça soit vraiment l'avenir du renouveau de la gente masculine en Europe, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait que ça, quoi. Mais en tout cas, l'indifférenciation entre virilité, masculinisme, violence, patriarcat, et ce que je comprends tout à fait, notre milieu, si on peut l'appeler comme ça, et surtout ma génération ou les plus jeunes,
face au féminisme, tombe dans le masculinisme, en réaction, ce qui est tout à fait compréhensible, il n'y a aucun souci. C'est une réaction de défense, oui. Mais c'est le piège magnifiquement tendu par le féminisme et tout ce qui tourne autour. C'est-à-dire de faire croire que la réponse virile au féminisme, c'est le masculinisme. Alors que l'homme en tant que masculin, et ça c'est ma thèse et je suis prêt à la défendre dans un débat sans aucun problème, n'est pas du tout attaqué. L'homme en tant que masculin n'est pas du tout attaqué, même au contraire, je dirais. C'est le père. Comme disait Cyrulnik, aujourd'hui on peut être des bourdons. Qu'est-ce qu'il y a d'anti-masculin à bourdonner à droite à gauche? Il n'y a aucun problème. Et on peut même être viril en faisant ça, pourquoi pas? Ce qu'il faut, à mon avis, comprendre, c'est que la virilité, c'est un moyen, c'est pas une fin. À quoi va servir la virilité? Est-ce qu'elle va servir à poser une bombe, à se faire sauter dans un magasin? C'est une preuve de virilité. L'homme, il s'est dépassé lui-même dans son combat. Il est sorti de son être pour une idée qui lui est supérieure. C'est très viril, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc, ce que je propose, c'est comme pour la famille, une vision de la virilité par la symbolique de la croix. C'est-à-dire qu'il y a une virilité horizontale, ce qui est celle dont on parle, qu'il ne faut pas renier non plus, la salle de muscu, prendre soin de son apparence. Non, mais je vais vous interrompre parce que j'ai entendu une conférence qui était intéressante, qui a été donnée par une personne, alors pour le coup j'ai oublié son nom, qui travaille sur l'évolution. Oui. Et qui expliquait que, en fait, le modèle de l'homme guerrier, alors elle ne le dit pas comme ça, mais je fais le lien avec votre travail, correspond exactement à un dispositif matriarcal. Parce que... Partie 2 du livre. Dans un cadre matriarcal, et dans le cadre d'une reproduction avec des critères matriarcaux du groupe, la femme va sélectionner le guerrier qui est le plus violent, parce que c'est celui qui est le plus apte à défendre sa vie et celle de sa descendance, et c'est celui qui est apte à emmener un groupe d'hommes à la mort pour aller chasser. Exactement. Voilà. Et donc, lorsque on propose à nos hommes de se viriliser en devenant des champions de, comment ça s'appelle, la salle de muscu, là, de gonflette. De bodybuilding. Voilà, ça fait 2 € déjà. Pardon. Non, je dis gonflette, moi, c'est vous qui allez payer. 2 € plus 2, 4. En fait, on les enferme dans ce schéma où pour être reconnu par les femmes, il faut être le guerrier chasseur, quoi. Et donc, c'est pas le guerrier chasseur qui décide, c'est pas celui qui arbitre, c'est pas celui qu'on va reconnaître pour sa capacité à réfléchir et à comprendre le monde, c'est celui qu'on va choisir pour sa capacité à détruire le monde. C'est très joliment dit. C'est dans le chapitre « L'héroïsation du masculin » dans le livre, où je montre que la volonté de devenir un héros, d'être le héros, c'est toujours pour les yeux d'une belle. Ça n'a jamais changé depuis les communautés primitives. Le héros, c'était celui qui ramenait le plus de nourriture, et c'est celui qui avait effectivement le plus accès aux femmes, mais c'était pas du tout une vision patriarcale du monde. Et vous avez des cas très précis dans les couples, où ça, j'en parle pas dans le livre, parce que c'est des cas un peu plus psychologiques, où c'est pas mon sujet, mais où la femme s'en va parce que l'homme est rentré dans le modèle du héros. Et le héros, il y a toujours une limite. Il peut jamais être le héros à 100% parce que ce n'est qu'un être humain. Il y a un moment où et la femme s'en va parce que en fait, il est juste un homme en fait. Il est rentré dans le cycle du double monstrueux, vous voyez, où devient un héros à mes yeux et puis il y va. Et non, il peut pas aller au bout parce que ce n'est qu'un. Est-ce que c'est pas le sketch de Florence Foresti je sais pas. Ah, faut que vous voyez ça, où elle définit ce que c'est que l'homme idéal. Donc son homme idéal, son petit ami dans le sketch va respecter le critère. Et puis à la fin, elle se prend les doigts avec les ongles, elle se gratte les dents et elle dit « Bon, maintenant, je te jette parce que je m'ennuie. » Voilà. Et c'est là la différence. Attendez, je crois que j'en étais à la croix. Ouais, oui, la croix, je vous laisse. Oui. Et donc, ce que je propose, c'est une vision de la virilité par rapport à la symbolique de la croix. Donc, la vision horizontale, c'est ce qu'on vient de dire. Pourquoi pas? Il n'y a pas de souci si il y a la partie verticale. Ce qu'on pourrait appeler la virilité spirituelle. C'est-à-dire que vous faites tout ça parce que vous avez cette croix, elle tient uniquement parce qu'il y a une partie verticale. Vous avez une transcendance, vous savez pourquoi vous le faites. Vous ne le faites pas juste pour le faire. Vous voyez ? Pour être beau, pour plaire à une belle. Quel est l'idéal
Et là, on rentre dans dans la différence entre masculinisme et patriarcat. Cette vision de la croix de la virilité, ça fait de vous un potentiel père de famille, mais ça fait de vous une figure du père. Ou un père symbolique. Exactement. C'est quelqu'un qui peut participer à la restructuration, à la construction de la société. Tout à fait. Il aura un charisme nécessaire pour... Donc un chef. Pour aider à sa manière, même s'il n'est pas véritablement père de famille. Non, la figure du père, c'est important de le comprendre donc comme ça. Un roi potentiel. Donc on renoue avec la notion du roi potentiel. Exactement. C'est pas des choses qui sont infaisables. Alors les jeunes qui nous écoutent, qui font du sport et tout, n'arrêtez pas le sport, c'est pas le problème, mais on comme marcher sur ses deux jambes, quoi. Moi, je vous pose la question, chers jeunes gens, c'est quel roi voulez-vous être ? Mais pas roi au sens, à l'image de nos rois de France, quel chef voulez-vous être pour voilà, nous permettre de passer les batailles. C'est la grâce des hommes de savoir analyser le monde, en sortir les règles importantes, sélectionner ce qu'il faut garder, ce qu'il faut transmettre, ce qu'il faut changer. Je pense qu'on vous trouve majoritairement dans les zones d'innovation, non pas parce que les femmes sont plus bêtes, mais parce que quand la réalité ne vous convient pas, vous êtes capable d'inventer des choses, c'est votre grâce, et il faut absolument que vous renouiez avec... je ne sais pas si l'expression est jolie. Renouiller, c'est pas beau. Chers auditeurs, au secours! Ça vaut 5 €. Ça. C'est ça, c'est immonde. Il faut vraiment que vous retrouviez ce rôle que vous aviez, qui était le rôle du chef de propriété agricole qui organisait sur 5 ans, 10 ans, 30 ans l'exploitation et le travail des différentes familles, et l'organisation du chef politique, l'organisation du roi, qui ne réfléchissait pas à 6 mois pour la prochaine élection, mais à ce qu'il allait transmettre à ses petits-enfants. Et c'est, je trouve, le piège dans lequel on tombera en majorité, c'est une évidence. Je ne suis pas certaine, parce qu'il y a un enjeu de survie. Moi, je trouve que les jeunes gens aujourd'hui se posent des questions qui ne se posaient pas. Le masculinisme, en tout cas, moi qui suis un peu sur les réseaux, c'est exceptionnel. Oui, mais c'est bien déjà que les hommes, ces questions qui surgissent. Non, mais si vous voulez, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je vois le piège tendu, gros comme une maison. Alors si on prend le piège et qu'on en fait autre chose, pourquoi pas, mais... On connaît les mouvements de masse, surtout aujourd'hui avec Twitter, etc. Ça va très très vite. Et puis il y a beaucoup de gens qui parlent de masculinisme avec des choses très intéressantes, mais il manque toujours ce côté vraiment vertical, la virilité spirituelle. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on est arrivé à un tel... le Dieu est absent de l'esprit des hommes. Les femmes y sont restées attachées un peu plus. Mais depuis combien ? Depuis la Révolution, en fait. Même avant, oui. Ça a commencé avant avec le début du libertinage, le fait d'associer l'autorité au droit de refuser la loi de Dieu. Est-ce qu'il ne va pas falloir tout simplement remonter les marches les unes après les autres ? Et la question de la transcendance est évidemment importante, mais pour cette masse de jeunes gens qui ont été élevés loin de la question spirituelle, voire dans la détestation de cette question-là, est-ce que déjà se poser la question de leur propre place dans la société comme hommes, c'est déjà pas un bon départ ? Mais évidemment, moi encore une fois, Parce qu'ils ne se posaient pas la question avant. Enfin, je rigolais de cette loi sur les pères, mais ça amène les garçons à se poser la question de ce qu'ils font avec leur propre corps aujourd'hui. C'est une question qui ne se posait plus depuis 200 ans, je pense. Oui, et puis grâce ou à cause de la pilule, de l'avortement, etc., depuis quoi, 35-40 ans. Ah, la pilule, c'est plus que ça. Ça a commencé en 75. Chers auditeurs, 70 même, je crois, les premières... Donc, pour moi, la pilule, c'est si vous voulez être masculiniste jusqu'au bout, c'est-à-dire juste être sur l'horizontalité de votre virilité, c'est exceptionnel, la pilule. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de conséquences. Ah oui, sauf que les femmes sont coquines. Hein. Donc quand elles veulent un enfant, elles vous disent qu'elles prennent la pilule, elles se débrouillent pour avoir l'enfant, et 8 ans après, elles viennent réclamer une pension alimentaire. Maintenant, il y a cette nouvelle loi. Mais chez vous, on est futés quand même. Peut-être que justement, ce genre de lois qui nous paraissent risibles et qui vont dans le mauvais sens vont obliger les jeunes gens à prendre en compte cette vision. Après, si vous voulez, moi, dans ce livre, j'essaie de proposer aussi 2-3 solutions aux gens, et voilà, j'ai vu ce piège,
je suis pas dans le pour ou le contre, dans le oui ou non. Et attention, là, il y a un loup. Donc, peut-être que vous pouvez vous utiliser votre réaction dans le bon sens et pas tomber dans ce piège-là, quoi. Est-ce que vous pouvez garder, je vais vite vous poser une salve de questions et puis après, bonjour madame, émission intéressante. Ah, c'est pas un compliment, mais êtes-vous obligé de glousser constamment, surtout lorsque vous évoquez des situations très douloureuses pour ceux qui les vivent? C'est une façon de prendre de la distance. Serge de Béketch disait « Le rire est la politesse du désespoir, chère madame ». Et je pense que face aux situations dramatiques, on peut parfois rire parce que rire, ça permet de porter le regard au-delà du drame. Voilà. Et éventuellement de rester raisonnable, c'est-à-dire de ne pas rester emporté par sa passion et dans une situation dramatique, de pouvoir essayer de réfléchir. Voilà, c'est le souffle d'air qui permet de réfléchir en cas de crise. Donc, je ne suis pas obligée, mais c'est un réflexe. Savez-vous les noms féminins le mot féminin du nom machiste, c'est machista. Non, je l'ignorais complètement. Nous sommes descendants de cavaliers, on avait des principes indo-européens. Et j'ai une autre série de questions. Ce n'est pas nouveau, alors ça je vous l'ai déjà lu. Je vous félicite Madame Mahler, je suis médecin, ce que vous dites est exact. Vous avez beaucoup d'humour, je suis ravie. Ah, voilà, celui-ci, il n'est pas désespéré par mon rire. Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur, comme toujours excellente émission. PMA et l'enfant dans tout cela, on n'en parle pas. On fait des prévisions sur le climat dans 10, 20, 30 ans. Que seront ces enfants bébés, enfants, adolescents et adultes complètement perturbés, jamais évoqués? Merci. Je transmets, un courrier vous est adressé directement et donc ça n'est pas destiné au reste des auditeurs. Voilà. Chers auditeurs, je vais laisser Sylvain Durin vous donner quelques pistes de travail, de lutte, de combat, comme vous voulez. Je vous invite à vous procurer donc son livre « Ce sang qui nous lie vers le matriarcat ». Si vous êtes paresseux, vous pouvez déjà regarder ces interventions qui sont donc sur le sang du Père, un meurtre universel, publié aux éditions du Verbe Haut. Et puis vous avez déjà quand même entre ce documentaire et votre livre, vous aviez fait un certain nombre d'interventions déjà sur la question du Père dans la société. J'ai fait quelques conférences sur donc, tout ça et sur Internet. Voilà, donc chers auditeurs, vous tapez Sylvain Durin matriarcat et vous devriez pouvoir retrouver un certain nombre de conférences. Mais la richesse, l'intérêt du livre, c'est que vous pouvez prendre des notes, croiser, faire des recherches non pas pour critiquer Sylvain, mais en vous disant, pour voir si ça correspond avec d'autres choses, comparer avec nos opposants et voir quelles sont les faiblesses du raisonnement. Donc je vous avoue que moi j'ai mis du temps à lire ce livre parce que je fais des recherches, je me pose des questions, je fais des recherches. J'en profite pour dire que pour les Bordelais qui vont nous écouter sur Internet, que je serai à Bordeaux en septembre en conférence. Eh ben, vous avez une date précise ou pas encore? C'est le 7 septembre. Voilà. Et à quel endroit? Donnez-le aux éditeurs. À Bordeaux, mais je ne peux pas donner l'adresse parce que l'adresse vient en réponse d'inscription. D'accord. Donc les gens doivent s'inscrire sur une adresse mail. D'accord. Ils trouveront les informations Et comment trouver cette adresse? Ils s'inscrivent sur la boîte mail qui est indiquée sur la fiche, qui est disponible sur mon Facebook, sur le site internet, sur tout ce que vous voulez. Aux éditions du Verbe Haut, ils trouveront l'annonce. Très bien. Sinon, ils envoient un petit mail aux éditions et puis ils auront la fiche en retour. Très bien. Et en retour de mail, ils auront l'adresse avec l'horaire précis, etc. Bon, donc chers auditeurs, ceux qui êtes à Bordeaux, profitez de cette occasion de poser vos questions directement à Sylvain Durin. Alors, l'émission s'appelle Libre Journal de la plus grande France. L'objectif, c'est d'avoir quelques pistes pour pouvoir être plus grand, passer les tempêtes. Qu'est-ce que vous nous donnez comme... Piste pour être plus grand et passer les tempêtes. Écoutez, moi je reviendrai bien sur... Vous n'avez pas 4 heures, hein, vous avez quelques minutes. C'est très difficile comme question. Je reviendrai bien sur le début de l'émission, en fait, où on parlait des mâchoires. Mmh. Parce que si on prend ces 3 niveaux dont on parle depuis tout à l'heure, on se rend compte que nous, en tant qu'individus ou alors en tant que potentielle famille à venir ou famille qui existe déjà, on peut en toucher 2. On peut en gérer presque 2, en fait. On peut faire face à 2 types d'attaques. Il y a le côté... on peut gérer notre famille, on peut très bien faire une famille, cette fameuse famille nucléaire différenciée,
que j'appelle conjugale, différenciée. Et rien ne nous empêche de nous replonger dans la spiritualité. Et c'est ce que je propose un peu dans l'avant-propos, c'est que le niveau politique, pour l'instant, est intouchable, à mon avis. On l'a encore vu avec les gilets jaunes. J'en parle aussi un peu dans le livre, à quoi a servi les gilets jaunes, etc. Mais avec ces deux niveaux qui sont le niveau 1, la famille, et le niveau 3, le spirituel, on peut nous aussi être des mâchoires sur ce niveau 2. On peut l'obliger. Alors on peut être un caillou dans le piège, c'est-à-dire que le piège peut ne pas se refermer grâce à nous. Exactement, là on n'est pas dans les 5 ans à venir, là on est dans du temps long, on est dans une construction anthropologique de résistance et de propositions concrètes de ce que sera l'avenir. On ne pourra pas refaire ce qui a été fait, ça c'est évident, mais on pourra, c'est la tradition, on pourra retrouver cette graine et la faire Oui, c'est ça, revivre. C'est vraiment de puiser dans nos racines pour passer la tempête. Donc ouais, c'est ça le message d'espoir, c'est qu'on peut quand même faire des choses. On entend toute la journée que rien n'est possible, ils sont trop puissants, etc., etc. Mais ces deux niveaux-là, ils peuvent prendre en mâchoire ce niveau 2 du politique qui nous échappe des doigts depuis plusieurs siècles maintenant. Donc, c'est maintenir nos familles, essayer de veiller à garder des familles sereines, équilibrées. Je pense aux jeunes surtout qui vont se lancer dans des projets familiaux, de vraiment essayer de structurer ça. Ça fait un peu intellectualiser la famille, mais je crois qu'aujourd'hui on est obligé en fait d'intellectualiser le modèle familial. C'est d'essayer de ne pas tomber dans ce piège du tribalisme au sein de la famille, parce qu'il empêchera la figure du père d'exister réellement. Oui, et donc la figure de la mère et la figure des enfants. Notre premier allié pour passer la tempête, c'est notre conjoint. Tout à fait. Ensuite, c'est nos frères, nos sœurs, nos cousins. Parce que dans ces familles nucléaires, il y a quand même une part clanique, c'est-à-dire que vous avez des familles nucléaires qui se serrent les coudes. Entre familles nucléaires. Entre familles nucléaires. Tout à fait. C'est les fameux réseaux de familles nombreuses. C'est un mécanisme assez rigolo. C'est pas tout à fait tribal, mais c'est des solidarités tout à fait amusantes. Il y a une discussion et une relation entre plusieurs pères. Ah oui. Il n'y a pas un père qui dirige des fils éternels. Il y a des pères qui se parlent entre eux. Et qui mènent un combat commun. Et il y a une transmission de père en père, en fait. La clé est là. Donc, messieurs, ne restez pas non plus isolés. Voilà, trouvez-vous des pères qui mènent les combats comme vous. Exactement. Donc ça, et la partie spirituelle, renouer avec la foi. La partie spirituelle, elle est plus difficile à expliquer, je trouve, à un micro, mais elle est vraiment pas perdue encore. Il y a encore des... Je sais que... Je travaille beaucoup sur Vatican II en ce moment, je sais que c'est assez... Je pense que ça fera l'objet soit d'un prochain article, soit d'un prochain petit livre. Mais il y a encore moyen de faire des choses, vraiment. Appuyez-vous sur vos femmes, chers auditeurs, quand elles sont croyantes et qu'elles vous paraissent un peu poétiques, et revenez dans les églises. Revenez dans les églises, il n'y a pas assez d'hommes. Et donc, nous ne pouvons pas transmettre la foi si la foi, notamment en direction des jeunes gens, est portée uniquement par des bonnes femmes. Ils n'en peuvent plus de voir des femmes partout. Je vais vous rejoindre, lancer un peu le pavé dans la mare. J'espère que personne n'écoute cette émission, des gens que je connais, mais le pire dans l'église aujourd'hui, c'est les grenouilles de bénitier. Les grenouillères de bénitier. Vous parlez des gens comme moi, des mémères? Non, pas du tout. Ce sont les femmes qui ont toutes un certain âge, le même âge, plus de 65, 70 ans, qui accompagnent les nouveaux baptisés. C'est pas du tout le prêtre qui gère le baptême du prochain baptisé. Ce sont ces dames-là. Et pour l'avoir vu de mes yeux... Pourtant, elles veulent servir. Ah oui, mais c'est ça qui est énorme, c'est qu'elles font preuve d'une gentillesse incroyable, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Messieurs, nous avons besoin de vous engager dans le service des sacrements, dans la transmission de la foi, parce que vous permettrez de donner non pas ce côté qui est détestable aux yeux des jeunes, un peu gnangnan de l'Église, mais justement cette partie virile de notre mère l'Église, qui est la structuration, les priorités, les objectifs de vie, la sainteté à conquérir. Voilà. Je pense que beaucoup de prêtres sont perdus grâce à ces réseaux-là, de ces dames-là dont je vous parle. J'ai vraiment beaucoup d'exemples. Et les prêtres ne peuvent pas s'occuper de tout le monde, évidemment. Donc ils délèguent. Ils ne sont pas assez nombreux. Voilà. Donc on a besoin déjà de vous dans les réseaux, que nous ne restions pas entre mémères. Tout à fait. Allez à l'église proche de chez vous. N'allez pas à 100 km. Non, mais c'est important, les il faut villages, occuper etc. le territoire. Il faut être présent.
Chers auditeurs, cet entretien avec Sylvain Durin s'achève. Il est bien en dessous du niveau du livre, donc vraiment, il faut que vous achetiez ce livre et que vous le lisiez attentivement. Je suis sûre que vos critiques parviendront via les éditions du Verbe Haut à Sylvain Durin. Il faut qu'il continue son travail et vos critiques, vos remarques lui permettront, je l'espère, de poursuivre et d'affiner cette recherche et ses arguments pour promouvoir le retour du père dans